À l'issue d'un entretien à Rabat avec le ministre marocain des Affaires étrangères sur la situation en Libye, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye a affirmé espérer toujours une entente entre camps rivaux libyens. Au moins 14 casques bleus ont été tués ce jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo. Une attaque que le secrétaire général Antonio Guterres a qualifiée d'inacceptable et de crime de guerre. Et puis après sa victoire contre Auckland City lors du match d'ouverture du mondial des clubs, l'entraîneur du club d'Al Jazeera a déclaré qu'il était confiant dans son équipe. Un collectif de 17 écrivains africains et occidentaux a lancé une pétition sur Internet pour la libération immédiate de Patrice Nganan. Moins de 24 heures après sa mise en ligne, la pétition avait déjà enregistré près de 900 signatures vendredi à la mi-journée. Les deux organisations ont tenu vendredi une conférence de presse à ce sujet. Patrice Nganan a été interpellé mercredi soir à l'aéroport de Douala alors qu'il devait embarquer pour Harare, selon une source proche des services de sécurité qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Selon cette source, il aurait été conduit à Yaoundé, au secrétariat d'État à la Défense, direction de la gendarmerie. Selon le quotidien privé Le Jour, il se trouverait plutôt à la police judiciaire à Yaoundé. Certains activistes ont affirmé à l'agence France Presse avoir mené des recherches pour le retrouver en vain jusqu'à présent. L'écrivain qui réside aux États-Unis terminait un séjour au Cameroun, pendant lequel il s'est notamment rendu dans les régions anglophones, plongé depuis un an dans une grave crise sociopolitique aux accents sécessionnistes. Critique féroce qui ne s'agenouille pas, il a fondé le mouvement Génération Change, organisation de la société civile qui œuvre notamment en faveur du développement et entreprend depuis plusieurs années tout un travail aussi bien sur le terrain que dans son écriture, dénonçant les immobilismes, fustigeant les pouvoirs corrupteurs, a écrit dans sa pétition le collectif d'écrivains. Aucun incident violent n'a été rapporté lors de ces manifestations qui ont eu lieu après la prière hebdomadaire musulmane, mais la mobilisation semblait moins importante qu'escomptée pour une annonce qui a suscité colère et réprobation dans le monde. Néanmoins, dans les territoires palestiniens, des violences ont éclaté entre manifestants et soldats israéliens entraînant la mort d'un Palestinien. En Jordanie, le seul pays arabe avec l'Égypte à avoir signé la paix avec Israël en 1994, quelques 20 000 personnes ont manifesté à Amman et dans d'autres villes en criant que Jérusalem est la capitale de Palestine. Au Caire, des centaines de fidèles entourés de policiers anti-émeutes ont manifesté à la mosquée Al-Azhar. En Tunisie, des milliers de personnes ont défilé dans la capitale Tunis pour apporter leur soutien aux Palestiniens et affirmer que Jérusalem est notre capitale. Au Liban, des milliers de membres de partis islamistes et de gauche ainsi que des Palestiniens ont organisé une marche à Beyrouth. En Syrie voisine, malgré la guerre, des Syriens et des Palestiniens ont manifesté contre la décision de Donald Trump. Dans un autre pays ravagé par la guerre, le Yémen, des milliers de partisans des rebelles ont protesté dans la capitale Sanaa en criant « Arabes, musulmans, notre cause est la Palestine ». À Bagdad, des centaines d'Irakiens ont brandi des pancartes sur lesquelles était écrit « Jérusalem est à nous et Jérusalem appartient aux Arabes ». Là aussi, ils ont brûlé les drapeaux israéliens et américains. Hors du Moyen-Orient, des milliers de personnes ont manifesté en Turquie en brandissant des pancartes proclamant « Jérusalem est notre honneur ». À bas l'Amérique, à bas Israël. Des centaines de personnes ont en outre protesté en Afghanistan. Au Pakistan voisin, en Malaisie et en Indonésie, les protestataires ont dénoncé une gifle pour le monde musulman. Environ 5000 manifestants ont défilé à Kuala Lumpur en criant « Ne touchez pas à Jérusalem ou faites tomber Trump ». Ghassan Salamé s'exprimait à l'issue d'un entretien à Rabat avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita sur la situation en Libye.
Il a dit espérer toujours une entente pour l'amendement de l'accord interlibyen signé fin 2015 à Skirat, au Maroc, sous l'égide de l'ONU. Issu de cet accord, le gouvernement d'union dirigé par Fayez al-Sarraj n'est pas parvenu à faire l'unanimité en Libye. Même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale et quelques villes de l'ouest libyen, le JNA peine à imposer son autorité sur de larges pans du pays. Le Parlement élu, basé à l'Est et qui soutient le controversé maréchal Khalifa Haftar, refuse de lui accorder sa confiance. Les deux parties se sont mis d'accord sur la plupart des points à amender. Mais il reste encore des désaccords. Cela demande de la persévérance et de la patience de la part des Libyens, a souligné Ghassan Salamé. À la mi-octobre à Tunis, elles ne se sont pas parvenues à trouver un consensus sur les amendements à apporter à l'accord de Skirat. Salamé a estimé toutefois cette semaine à Tripoli que de tels amendements n'étaient pas essentiels. Le but de ces amendements, selon lui, était de former un nouveau gouvernement indépendant qui aurait pour seule mission d'améliorer les conditions de vie des Libyens dans un pays en proie à une profonde crise économique et institutionnelle. Le ministre marocain des Affaires étrangères a de son côté estimé que la solution devrait venir de l'intérieur de la Libye avec comme base l'accord de Skirat signé en 2015. Les Nations Unies ont subi leur pire attaque de ces 24 dernières années ce jeudi. En effet, 14 casques bleus ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'un assaut attribué au groupe armé ougandais musulman ADF, actif dans le Nord Kivu, frontalier de l'Ouganda. Réagissant à ce crime de guerre qui a principalement touché des soldats tanzaniens, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit indigné. Je veux exprimer mon indignation et profond chagrin après l'attaque de la nuit dernière sur les casques bleus de l'ONU en République démocratique du Congo. Les premières informations venant du lieu de l'attaque dans le Nord Kivu montrent qu'au moins 12 casques bleus tanzaniens ont été tués et au moins 40 blessés, dont 4 grièvement. I condemn this attack unequivocally. Je condamne cette attaque sans équivoque. Cette attaque délibérée contre des casques bleus de l'ONU est inacceptable et constitue un crime de guerre. J'exhorte les autorités de la RDC à enquêter et rapidement amener les auteurs devant la justice. Il ne doit y avoir aucune impunité pour ce genre d'attaque, ici ou partout ailleurs. Outre les 14 morts, la MONUSCO a fait état de 53 blessés, dont 3 dans un état critique. Signalons que des élections sont prévues le 23 décembre 2018, mais le rassemblement de l'opposition demande le départ du président Joseph Kabila dès la fin de l'année, dans un pays où toute contestation de rue de l'opposition est systématiquement interdite et réprimée. Incident clos. Il y aura bel et bien un deuxième tour de la présidentielle au Libéria. Le challenge qui devait se tenir le 7 novembre se jouera entre George Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké. La date n'était pas connue dans l'immédiat, mais la Cour suprême a ordonné dans la même décision à la Commission électorale nationale de réviser sérieusement les listes électorales très critiquées. De l'ensemble des éléments de preuve présentés par l'appelant, les violations en tant que question de droit n'atteignent pas le seuil ou n'ont pas un impact sur la totalité des votes tels qu'elles justifient ou n'imposent pas de déclarer les élections nulles et non avenues et d'ordonner une répétition. Que l'ordonnance de sursis prononcée le 6 novembre 2017, écartant du bref d'interdiction déposée par le premier appelant, LP, c'est-à-dire le Parti de la Liberté contre la Commission nationale électorale, est par les présentes levée et que la NEC est ordonnée de procéder à l'établissement du calendrier du second tour des élections conformément à la Constitution et à la nouvelle loi électorale et en stricte conformité avec les prescriptions énoncées dans le présent avis. Avec la recommandation de la Cour suprême qui recommande que les listes électorales soient remaniées et qu'ils le fassent correctement, je peux vous assurer que nous gagnerons le second tour des élections.
Par cette décision, la Cour lève sa suspension du processus prononcé le 6 novembre. L'imbroglio juridico-électoral fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique depuis 3 générations dans ce petit pays anglophone. Le mandat présidentiel débute le 3e lundi de l'année suivant l'élection. Il reste donc peu de temps pour tenir les délais constitutionnels. Les événements dans le cadre du Brexit se sont accélérés depuis lundi jusqu'à la rencontre de vendredi. Elle s'est tenue entre la première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Ce, après des mois de lents progrès. Moins d'1 heure plus tard, la commission qui mène les négociations du Brexit au nom de l'Union européenne a annoncé qu'elle estimait désormais que des progrès suffisants exigés par les Européens dans 3 domaines jugés clés ont été réalisés. Premier principe, une application réciproque pour les citoyens de l'Union au Royaume-Uni. Ils sont près de 3,5 millions. Et pour les Britanniques qui vivent dans l'un des 27 pays de l'Union, ils sont près de 1,5 million. Unless another solution is found, the UK firmly agreed that Northern Ireland will maintain full alignment with EU internal market and custom unions rules which support North-South cooperation, the all-island economy and the protection of the Good Friday Agreement. Il revient désormais au Conseil européen, instance qui regroupe les dirigeants des États membres, de valider le constat de la Commission, ce qui permettra d'ouvrir la 2e phase des négociations consacrées à la future relation entre l'Union européenne à 27 et Londres, notamment commerciale. Ce premier accord fait l'objet d'un rapport conjoint de 15 pages qui décline les éléments concernant les 3 dossiers prioritaires, à savoir la gestion de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, le règlement financier de la séparation et les droits des citoyens expatriés. It was our first experience at this level. C'était notre première expérience à ce niveau. C'est ce que j'ai dit. Nous n'avions pas peur, mais peut-être qu'ils étaient un peu nerveux, essayant de protéger notre avance d'un but au lieu d'essayer d'aller de l'avant et peut-être marquer un autre but. Instead of trying to go forward and maybe score another goal, we face a very tough opponent, the champions of Asia. Nous affrontons un adversaire très difficile qui est le champion d'Asie avec des joueurs vraiment de qualité à l'intérieur de l'équipe. Un couple d'internationaux japonais, un fantastique joueur brésilien qui joue depuis la gauche. Donc nous allons affronter un match difficile, mais après la victoire contre Auckland, mon équipe est très confiante et nous n'avons rien à perdre en fait. My team is very confident and we have nothing to lose in fact.